Je suis né à La Cale. C'est un petit port de pêche qui a beaucoup grandi à la frontière tunisienne. C'est un village très connu en Algérie aujourd'hui parce que beaucoup de gens y passent leurs vacances. Je suis né là-bas en 1942. Jusqu'au brevet, j'ai fait mes études, enfin, on peut appeler ça des études à La Cale. Ensuite, dès que vous passez en seconde, je suis allé au lycée à Annaba, le lycée Saint-Augustin, où j'étais interne pendant 4 ans. J'ai eu le bac en 1962, toujours au lycée Saint-Augustin, et je ne savais pas quoi faire. Je m'étais inscrit dans une école en France, l'INSA de Lyon, Villeurbanne, mais j'ai eu peur d'aller. C'était en 62, l'indépendance. J'avais peur que les pieds noirs me reconnaissent là-bas et me fassent des misères. Donc, je ne voulais pas aller en France, comme beaucoup de mes copains. J'en ai parlé avec mes frères et puis mon frère m'a dit qu'est-ce que tu veux, comment tu te vois plus tard? J'ai dit moi je me vois avec un bateau dans le port parce que la pharmacie du français elle surplombait le port et je veux une Mercedes décapotable blanche devant la pharmacie. Il dit moi j'ai connu un copain pharmacien, il nous a invités à Cannes une fois un soir, 62. Il a déboursé 4000 francs français en une soirée, à 3. Ah, j'ai dit, je vais faire ça. Et puis j'ai changé d'avis. Je ne me voyais pas derrière un comptoir vendre des médicaments. Ce qui fait que bon, j'ai continué la pharmacie jusqu'au bout. Et quand on a fini, la pharmacie, c'était en juin 67. Tout le monde, une fois que le professeur Grango a lu les résultats, parce qu'on lisait comme ça, on était 9. Tout le monde est allé envoyer un télégramme à sa famille. Aller téléphoner à sa famille, moi non. Je me suis dit, bon, je vais téléphoner à ma famille. Ma mère est analphabète, mon père pas analphabète, mais presque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants se portent bien. Je suis resté un petit peu comme ça, et puis il fallait faire le service civil 2 ans. Donc on m'a convoqué au ministère de la Santé en me disant, tu vas aller à MEDEA, DDS, directeur départemental de la Santé. J'ai dit, non, je ne vais pas aller à MEDEA. Les types du ministère m'ont dit, tu sais, c'est un poste. À 50 ans, normalement, tu l'as pas, ce poste-là. Toi, tu as 24 ans. Elle me dit, c'est à prendre ou à laisser. C'est obligatoire, le service civil. J'avais un ami qui faisait son service civil à Alger, rue Monge. Il y avait une sous-direction de la pharmacie, rue Monge. Il y a eu l'humain après. Il m'a dit, écoute, le directeur, il cherche quelqu'un. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je suis allé voir ce directeur-là. Il m'a dit, écoute, si tu veux venir ici, je te change ta nomination à MEDEA. J'ai dit oui. J'ai dit oui, je le pensais, hein, mais je n'ai pas rejoint non plus parce que je n'avais pas envie de faire de l'administration. Mais à l'époque, on ne pouvait rien faire d'autre que de l'administration. Il y avait 2 petites unités de fabrication, celle de Saïdal qui existe toujours, Farmal, une autre de Lalande, rue Ouad-Knis, là, en haut, toute petite d'ailleurs. Le reste, il fallait être pharmacien d'officine et ça, je ne voulais absolument pas. Vous savez, à l'époque, la faculté de pharmacie d'Alger, c'était la 2e de France. On disait, bon, comment ils font pour apprécier ça, mais on disait que c'était la 2e de France. En tout cas, on avait des professeurs français qui sont restés. Un des plus illustres, je cite son nom, c'est le professeur Roch. Le professeur Roch a écrit un livre, Les Phanérogames, sur lequel étudiaient tous les étudiants français. C'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France, le Canada, étudiaient sur son livre. Et il était à Alger, ce type. Et il est mort à Alger. C'est un de mes profs, le professeur Lacroix, Madame Chardonneau, Carré Caburu, qui après parti en France au musée d'histoire naturelle. Et il y avait 4 Algériens. 4 Algériens, professeur. Parce qu'il faut savoir qu'en 62, il y avait une trentaine de pharmaciens algériens, pas plus. Ils étaient tous en officine, sauf M. Bouchouk. C'est un monsieur qui est pharmacien industriel, c'était le premier. Lui, il était pharmacien industriel et travaillait dans l'unité de fabrication de la base, qui est à Darbeida. C'était lui le pharmacien, directeur technique, il n'était pas le directeur de l'usine. Hein. C'était le seul Algérien qui faisait de la pharmacie industrielle. Il gérait l'usine tout seul, le type. On a fait donc ces 5 ans d'études. Il y avait le professeur Boukhloua était pharmacien à Lausanne, en officine. Le professeur Roch, qui le connaissait, l'a appelé pour lui dire de prendre une matière. Ensuite, il y avait M. Salhi, Hamam Fizouji, ils sont décédés tous les 2. Je vous assure, excellent. Mes copains étaient excellents, les enseignants étaient excellents. On était très bien. On a eu une formation, on ne pouvait pas espérer mieux. On travaillait beaucoup, on était super sérieux. On ne ratait pas de cours, par exemple, on ne ratait pas de TP.
Et on réussissait aux examens, mais on avait qui redoubler. Hein. Et puis c'était très dur. Par exemple, en deuxième année, vous avez le droit d'échouer 2 fois. Si vous échouez la deuxième fois, vous êtes exclu de l'université. Et ça se faisait, ça se pratiquait. J'ai perdu des copains comme ça. On avait le professeur Gharib Abdelwahab. Lui venait d'être pharmacien, il était assistant en chimie organique. Il était très près des élèves. Très près des élèves. C'était le premier Algérien à être assistant. Il y avait le professeur Abed, mais lui, il était un petit peu plus ancien. On avait aussi un monsieur qui s'appelait Merad Mokhtar, qui était assistant en microbiologie, puis en parasitologie. Un jeune homme extraordinaire. Extraordinaire. La première crise du choléra qu'on a eue en Algérie, c'est lui qui l'a gérée. Il était à l'Institut Pasteur, il était très connu, très travailleur, gentil comme tout, footballeur comme moi. Mokhtar Merad, un jour, a décidé d'aller en Amérique pour faire sa formation. Il est allé au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a eu une bourse d'1 année. Et puis les gens là-bas l'ont apprécié. Ils lui ont dit, si tu restes ici, on te donne un salaire, un pécule. Il est revenu en Algérie leur dire, écoutez, accordez-moi au moins 2 ans. C'est ce qu'on me demande de faire là-bas, mais je ne vous demande pas de bourse. J'étais là quand il a dit ça. Et on lui a refusé. Et ben, il est resté en Amérique. Après, il est revenu, il a travaillé un peu en France, chez Mirieux. Et maintenant, il est à San Francisco, à la Silicon Valley. Peut-être qu'il a pris sa retraite parce qu'il était plus âgé. C'est un homme dont je garde un bon souvenir, parce qu'il était jeune, il avait notre âge, enfin notre âge. Marqué le plus, rien de spécial, mais je veux dire, à mon époque, il y avait le concours d'internat. Concours d'internat, si on voulait un jour faire une carrière d'universitaire, il fallait être interne sur titre. Moi, j'y pensais pas, mais j'avais 2 copains, un copain et une copine, qui voulaient présenter le concours. Comme j'étais un bon élève, ils voulaient que je le prépare avec eux. Je l'ai préparé avec eux. Vous savez, on travaillait jusqu'à 3h, 4h du matin, tous les jours. Et à 8h du matin, on était interne à l'hôpital. On était à 8h à l'hôpital. Et puis, petit à petit, ils se sont découragés. C'était fatigant. Le garçon, d'abord, on travaillait chez lui. Donc, on a continué à travailler chez lui. Et puis, la fille, comme c'était sa copine, elle a abandonné aussi. J'ai continué jusqu'au bout. J'ai passé le concours d'internat et je suis interne titulaire. Heureusement pour moi, parce que si je n'étais pas interne titulaire, je n'aurais pas pu faire une carrière universitaire. C'était la condition. Là, ce n'était pas un choix. C'était pas faire l'officinal. L'industrie pharmaceutique n'existait pratiquement pas. L'administration, je ne voulais pas. Il y avait un prof qui m'a dit « Reste avec moi ». C'était le professeur Boukheloua. Je suis resté avec lui, comme assistant contractuel d'abord, puis assistant titulaire. Et puis il est décédé très vite. En 70, il est décédé. À 26 ans, je me suis retrouvé chef de service à l'université, au laboratoire de pharmacie galénique. Je m'en suis sorti pas mal. Je me suis sorti pas mal parce qu'on a organisé des travaux pratiques. J'ai beaucoup été aidé par un professeur de toxicologie, un jeune qui était venu de France. Ce n'était pas notre spécialité, mais il m'avait pris en sympathie et il m'a beaucoup aidé. Il y avait 2 modules à enseigner, j'en enseignais un, plus les travaux pratiques. Lui, il a pris en charge un autre module. Et c'est lui qui m'a fait passer ma thèse. Parce qu'à l'époque, pour faire une thèse en pharmacie galénique, il n'y avait aucun moyen. Aucun. Donc on a trouvé. Il n'y avait pratiquement pas de moyens. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a toujours pas de moyens. Il y avait un Français qui était un prof de médecine, qui avait toujours de bonnes idées. Et avec lui, on a fait cette thèse. J'ai mis 6 ans à faire ma thèse. C'était le métabolisme protidique, le métabolisme lipidique et le métabolisme intermédiaire. On travaillait sur des rats, puis sur des lapins. Et j'ai passé ma thèse donc au bout de 6 ans, docteur en pharmacie en 1974. Et j'ai fait venir pour ma thèse un professeur français que j'ai connu comme ça, en France, à Paris, professeur Puisieux. Je suis allé le voir pour lui dire, vous ne voulez pas être président de ma thèse? Il n'y avait pas de professeur de galénique en Algérie. C'était moi le plus ancien. Et j'étais un doctorant. Il est venu, Francis, franchement, j'ai collaboré avec lui pendant des années. C'est une gentillesse, ce type. Je le citerai peut-être tout à l'heure, le professeur Francis Puisieux, qui a pris sa retraite maintenant. Monique, ils sont tous venus en Algérie, ces gens-là. Je les ai tous fait venir pour enseigner aux résidents. Francis Puisieux est donc venu. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez travailler avec nous, vous allez manquer un peu de matériel, parce que j'avais visité le laboratoire, on n'avait rien. On n'avait que des petits moyens pour faire les travaux pratiques aux étudiants.
Nous, à l'époque, on faisait une carrière hospitalo-universitaire. Ça veut dire qu'on devait avoir une projection hospitalière et une projection universitaire. J'étais donc enseignant en pharmacie clinique à l'université. J'ai commencé à l'hôpital Parnay avec le professeur Abed. Et puis je suis allé à Beni Messous. Je suis allé à Beni Messous parce qu'à Parnay, j'avais comme très bons amis M. Grango et M. Mazouni. C'était deux médecins pédiatres de très grande qualité. C'était mes copains. Tous les jours à 11h30, ils faisaient une consultation. Et tous les jours à 11h30, j'assistais à leur consultation. Ensuite, on allait déjeuner à l'internat ensemble. Quand ils sont montés à Beni Messous, je suis allé à Beni Messous avec eux. Il y avait aussi à Beni Messous quelqu'un qui m'a marqué, c'était le professeur Guidoum. Guidoum, c'était un orthopédiste de très grand talent, un artiste, débonnaire, toujours en train de rigoler, toujours en train de faire des farces. Mais quand il était dans le bloc, et vous sortez, tous les gens qui faisaient des accidents de voiture sur la route de Sétif arrivaient à Parnay et les retapaient. Lui aussi est parti à Constantine, ce qui fait que je me suis retrouvé un peu seul. Parnay, je suis donc monté à Beni Messous et j'y suis toujours. Enfin, j'exerce plus parce que ça ne m'intéresse plus. Et de toute façon, ils nous demandent de prendre notre retraite. Tous les gens de ma génération, on a déposé un dossier de retraite et on attend qu'on nous le signifie. À Beni Messous, c'était un challenge extraordinaire. Beni Messous, c'était rien. Beni Messous, c'était un hôpital de pneumophysiologie, c'est-à-dire de tuberculose. Il y avait juste un service d'ophtalmo qui était créé par des Américains, paraît-il, un service de chirurgie, toujours tenu par les Américains. Quand on est monté, il n'y avait que ça. Les premiers à être montés, c'est le professeur Cholet, parce qu'on peut dire de lui, professeur Al-Arbaoui, Télé-Sijileli, Bendali, chirurgien, Kliwa, le rhumatologue. Ils en ont fait un CHU. Et c'était devenu le CHU le plus important d'Algérie, enfin le plus réputé, le plus important, je ne sais pas. Nous étions en 1970. Il fallait créer. Parnay, c'était devenu petit. Tout le monde connaissait Parnay parce qu'il y avait Madame Benaleg. C'est une sacrée bonne femme. C'est elle qui a créé la pédiatrie en Algérie. Madame Benaleg, elle avait des assistants comme Gango, comme Mazouni, Ben Bouzid, Ben Jabana, Madame Ben Abdallah. Extraordinaire, extraordinaire. Le professeur Gango, non seulement c'était un grand pédiatre, mais en même temps, il était membre du Centre international de l'enfance. C'était un homme international, Gango. C'est ça l'équipe de Madame Benaleg. Et tout le monde voulait être soigné à Parnay, ils faisaient de leur mieux. Mais je veux dire qu'à l'époque, c'était la personne qui se dépensait le plus, c'était pas le matériel. On n'avait pas grand-chose comme matériel. Par exemple, en pédiatrie, ils ont toujours eu un problème de couveuses, de nombre de couveuses. Il n'y en avait jamais assez. L'expérience qu'on a fait avec le professeur Grango, au lieu que les gens viennent jusqu'à Beni Messous pour soigner leurs enfants, parce que moi j'étais en pédiatrie, je m'occupais que des enfants, le professeur Grango avait organisé avec Mazouni des consultations par ses assistants et ses résidents dans les villages. À Nbinian, par exemple, il y avait une consultation régulière. Des gens qui partaient de Beni Messous en ambulance, qui faisaient leur consultation, qui revenaient. Moi, à chaque fois que je pouvais créer une antenne de laboratoire, je la faisais. Je créais une antenne de laboratoire à Nbinian, une antenne de laboratoire à Chiraga que je gérais, tout en donnant un petit peu du matériel que j'avais. À l'hôpital, on avait moins de difficultés pour acquérir du matériel. À l'époque, c'était pas rose, mais on arrivait à avoir des choses. Mais pas, non, pas du tout. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée parce que quand mes enfants voulaient faire des études en France, je n'avais pas de bourse pour eux, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai demandé à des Français de m'inviter comme professeur associé. Ils l'ont fait, il y en a deux qui l'ont fait. Le premier, c'est le professeur Puisieux qui m'a invité pendant 4 mois. Et j'ai été payé comme un professeur. Je mangeais des casse-croûtes et j'ai laissé cet argent à mes enfants. 2 enfants qui faisaient des études et j'avais vraiment envie qu'ils réussissent comme tous les parents d'ailleurs. Ensuite, le professeur Leverge de Rennes, c'est quelqu'un que j'ai connu un petit peu comme ça et qui m'a invité aussi pendant 4 mois à Rennes. J'occupais son bureau, j'étais le chef parce que lui il était à Paris. Je ne jouais pas au chef avec eux, hein. Tous ceux qui étaient là étaient plus anciens que moi. Je ne regrette pas. Et puis, parce que j'avais ce besoin d'argent à l'époque où mes enfants étaient étudiants, un jour, le professeur Puisieux me fait téléphoner à la maison. Rachid Puisieux te dit que le poste de Madame Lévy va être libre. Si tu le veux, tu l'as.
Mes enfants étaient en France et ma femme avec eux. C'était une aubaine extraordinaire. J'ai réfléchi pendant 15 jours et puis j'ai décliné. Écoutez, quand j'ai commencé donc en 67, en septembre 67, comme assistant contractuel. Puis les étudiants avaient un excellent niveau. J'étais chargé des travaux pratiques et je leur faisais des conférences de travaux pratiques. Moi, je me rappelle une fois, le professeur Bokhaloua, qui était mon patron, devait s'absenter. C'est lui qui faisait le cours aux 3e année. Moi, je faisais le cours aux 1ère année. Il m'a demandé de le remplacer 2 heures. J'ai dit, comment je vais faire aux 3e année, j'ai pas la... Il m'a dit, je vais te donner mon cours. Il me donne son cours. Il y avait, je ne sais pas combien de pages. J'ai fait son cours, là, je tremblais comme ça. Enfin, je tremblais. Ah, c'était impressionnant. Et quand il est venu, il m'a dit, alors, tu as fini? Je dis, non, je n'ai pas fini. Mais j'ai fait 11 pages. Il m'a dit, comment ça, tu fais 11 pages? Moi, en 1 heure, j'ai fait 25 pages. Et c'est vrai. Lui, c'était un train à grande vitesse. Hein. C'est la première engalade. Et puis après, quand il est décédé d'une crise cardiaque en France en 1970, j'ai donc eu la responsabilité du cours qu'il faisait. Je l'ai assuré. Et j'ai aimé. Vraiment, l'enseignement, je l'ai aimé parce qu'il y avait du répondant en face. Et petit à petit, ce répondant disparaissait. Vous savez, les étudiants, c'est comme dans tous les pays, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont intelligents, puis d'autres moins. Mais l'arabisation, elle a fait des dégâts extraordinaires. Ce que je faisais d'habitude en 2 heures, je le faisais en 4 heures, parce que j'écrivais les mots au tableau. Je ne savais pas écrire certains mots. Et quand on corrigeait, on avait de la peine à lire les copies, parce que le fond était bon, mais ce qui était écrit, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Écoutez, moi je suis totalement abasourdi quand j'entends qu'en première année de pharmacie, l'année dernière, il y avait 700 inscrits. Comment vous voulez enseigner à 700 inscrits? À la nouvelle faculté de Châteauneuf, ce sont des amphithéâtres qui prennent 250 personnes, 250 étudiants. Ça veut dire qu'il faut doubler les cours. Et puis pour les travaux pratiques, nous sommes une spécialité spécialement pratique. Il y a des travaux pratiques en pharmacie galénique. Un suppositoire, ça ne se fait pas dans la main, ça se fait dans des moules. Comprimés, c'est la même chose. Écoutez, chaque année, je faisais des commandes de matériel pour apprendre aux étudiants à fabriquer des comprimés. Je ne l'ai jamais reçu, ce matériel. Vous savez, aujourd'hui, je vous dis, parce que c'est une réalité, il y a 10 facultés de pharmacie en Algérie. Nous ne sommes pas un pays capable d'avoir 10 facultés. Il aurait fallu rester à 4 pôles intéressants. C'est mon sentiment, c'est mon avis. Alger, Oran, Constantine et Annaba. 4 facultés, en médecine comme en chirurgie dentaire. Moi, je ne suis plus allé à l'université il y a plusieurs années déjà. Un jour, j'ai décidé de ne plus y aller. J'ai averti personne, je n'ai écrit à personne. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'arriver dans l'amphithéâtre où je devrais avoir 300 étudiants et que j'en avais que 30. Je vais vous raconter 2 anecdotes qui me sont arrivées à moi. Et puis je me donnais, j'enseigne 2 heures, je leur donne un quart d'heure avant la fin pour qu'ils respirent un peu après avant le prochain cours. Je suis en train d'enseigner, je marche quand j'enseigne, je vais devant le tableau. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête et je les regarde. Tout le monde s'arrête d'écrire et me regarde se disant, qu'est-ce qui lui prend? Je leur dis, vous savez combien vous êtes aujourd'hui? Personne ne répond parce qu'ils ne se sont pas comptés. Hein. Ils étaient 27 présents sur 300 inscrits. Ça, c'était le coup de tonnerre. Dans ma tête, c'était ça. Une autre fois, pareil, un groupe au milieu de l'amphi, un amphi de 300 places, hein, l'amphi Matibet. Et pareil, j'enseigne. Quand j'enseigne, je suis super concentré. Hein. Je projette des trucs au tableau. Et puis, en même temps, je m'arrête et je regarde l'amphi. Je dis, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que des filles dans l'amphithéâtre. Où sont passés vos garçons? Ils ont éclaté de rire. Mais où étaient les garçons? Pas un seul garçon ce jour-là. Que des filles présentes. Je me suis dit, c'est fini. Ce n'est plus une université pour moi. C'est comme ça que j'ai quitté l'île. Enfin, je n'ai pas quitté, je suis toujours professeur. Mais je n'enseigne plus. Bon, on ne m'a pas reproché, on ne m'a pas réclamé, on ne m'a pas convoqué, Bon, les gens qui étaient là-bas étaient contents. Parce que j'étais, comme garçon, comme enseignant, comme responsable, j'étais sévère.
pas méchant du tout, mais super sévère. L'industrie pharmaceutique en Algérie, elle s'est beaucoup développée et c'est un bien. C'est tant mieux. Moi, je veux juste raconter un truc. En 1989 ou début 90, le ministre Goumeziane avait fait un truc à l'hôtel Horaci. J'y étais. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de privatiser la pharmacie. À l'époque, tout était aux mains de l'ENAFAM. C'est-à-dire même la grossisterie, c'était l'ENAFAM qui livrait en gros les pharmacies. Ce n'était pas une bonne chose. Parce que quand on livrait un média, si le camion tombe en panne, le pharmacien va attendre un mois pour être livré. C'était des délais comme ça. J'avais persuadé le ministre, si jamais à l'époque, il était d'accord avec moi, il faut privatiser les grossisteries. Mais seulement les grossisteries. Il était d'accord, M. Houha. J'ai beaucoup travaillé, j'ai bien travaillé avec lui, il nous faisait confiance. Et quand on avait besoin de lui, il était là. Il m'a dit non, on ne va pas attendre encore 25 ans pour tout nationaliser, pour tout privatiser. On privatise maintenant et on gagne 25 ans. Je lui ai dit non, monsieur le ministre, vous savez, l'industrie pharmaceutique, on peut trouver 10 Algériens friqués qui pourront faire des choses, à condition qu'ils restent liés aux laboratoires qui existent ici. Il y avait beaucoup de laboratoires qui étaient intéressés par l'Algérie. Beaucoup de laboratoires qui nous livraient des médicaments, ça les intéressait de fabriquer des médicaments en Algérie. Moi, j'ai été invité à des repas où il y avait des gens qui proposaient des choses. J'ai dit, l'industrie pharmaceutique, oui, à condition de rester liés aux laboratoires qui sont nos amis. Ils étaient nos amis. Roche, ça faisait combien d'années qu'il était là, Roussel. Les progrès qu'ils pourront faire chez eux, on pourra en bénéficier. Il m'a dit, non, c'est pas... Il faut couper, il m'a dit. J'ai rien dit. C'est lui le ministre. Ils ont peut-être d'autres vues ou d'autres façons de penser. Mais j'avais raison. Aujourd'hui, fabriquer un comprimé, Saïdal le faisait déjà. On fabriquait des comprimés, des suppositoires, des pommades, dans le Beïda. Il y avait une usine aussi au Guet de Constantine. C'était biotique, c'était pas algérien, c'était une société étrangère. Il y avait un type qui s'appelait Ben Dimlet qui fabriquait le Bacti subtil en ampoule, buvable, à biotique, au Guet de Constantine. C'était un Algérien, Ben Dimlet. Il savait le faire et il le faisait très bien. Ça, on sait faire. Mais ce n'est pas ça l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, il faut progresser. S'il y a une amélioration qu'il faut faire demain, il faut le savoir et il faut la faire, cette progression. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des gens qui étaient friqués, qui ont fait, et c'est déjà bien. Mais les premiers temps, il y avait des pénuries, Et je leur ai dit, il ne faut pas privatiser l'importation. Je leur ai dit, écoutez, nous, on était organisés en fédération des pharmaciens du Maghreb. Et on se réunissait une fois par an. Et on avait dit à l'époque, nous les pharmaciens, qu'on n'avait rien à voir avec le pouvoir politique, que l'importation des médicaments doit rester aux mains de l'État. Les Tunisiens le font jusqu'à aujourd'hui. Bon, les Marocains, ils étaient différents, parce que déjà, ils fabriquaient beaucoup à l'époque. Et nous, on a privatisé l'importation des médicaments. Tout d'un coup, les médicaments, leur prix est monté en flèche. J'ai fait une conférence une fois en France, à la demande de certains Français qui voulaient qu'on collabore, les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Je n'étais pas pour. Mais je leur ai dit que certains médicaments, leur prix a été multiplié par 24. Parce que les types, ils avaient abusé. Par exemple, il y a une compagnie arabe que je ne citerai pas, dont je ne citerai pas le nom, vendait des médicaments moins chers que les autres. Mais en fait, dans leur boîte, il y avait moins de médicaments que les autres. Si les autres, par exemple, vous vendent 30 médicaments dans une boîte, eux, ils vous en vendent 28 et c'est moins cher. C'est normal que c'est moins cher. Ça veut dire qu'en fait, on n'était pas assez curieux pour voir combien ils vendaient le produit chez eux dans leur pays, pour pouvoir leur demander d'aligner leur prix sur celui qu'ils pratiquaient en Algérie. Par exemple, Hekma, c'est une compagnie arabe qui se débrouille très très bien. Il faut s'arrêter de créer des facultés de pharmacie. Il faut s'arrêter. On ne fait pas une faculté de pharmacie à Mostaganem. Qui c'est qui va enseigner? On ne fait pas une faculté de médecine à La Rouad. Qui c'est qui va enseigner à La Rouad? Et ça, c'est fait.
Alors on prend, قال له تعرف تقرا شويه تعرف تكتب viens enseigner. Non. On était des jeunes assistants, je vous assure que on n'était pas des enseignants comme les profs, mais on faisait des efforts terribles. Moi, quand je devais faire un cours demain, par exemple, vous êtes sûr que cet après-midi, je vais me mettre tout seul dans la salle et je vais faire mon cours à moi-même. Tous les cours. Je les répète la veille. Et le lendemain, pourquoi? Parce que je ne lis pas mes notes. J'emmène mes notes avec moi, on ne sait jamais, mais j'ai fait le cours sans lire mes notes. J'avais appris ça du professeur Grango. Le professeur Grango était pédiatre, et en même temps, il était maître assistant en biochimie, je vous assure. Il écrivait des tas de trucs au tableau, mais sans lire, tout dans la tête. Et je voulais faire comme ça, et je faisais comme ça. Il faut diminuer. La faculté de pharmacie de Béjaïa, on l'a arrêtée. On était en congrès là-bas, le recteur nous a conviés, nous a invités à prendre un café chez lui. On était 5 ou 6 enseignants. On était dans son bureau, on a pris le café qu'il nous offrait. Et il nous a dit, écoutez, je veux créer une faculté de pharmacie à Béjaïa, aidez-moi. On était unanimes, sans se consulter. Hein. On ne savait pas pourquoi il nous appelait. On a dit, monsieur le recteur, c'est à 100 km de Tizi Ouzou, qui est elle-même à 100 km d'Alger. Vous n'allez pas créer une faculté ici. Laissez les jeunes s'épanouir. J'avais donné mon exemple, moi. J'ai dit, écoutez, j'ai fait mon primaire dans un village, mon village natal. Pas village, mais c'était un village. Quand je suis arrivé en seconde, je suis allé à Annaba, au lycée interne, où j'ai connu des gens de Scaras, de Tébessa, de Guelma. J'étais un garçon un peu timide. Et je ne le suis plus. Je ne suis pas le contraire non plus. Et j'ai dit, à Alger, c'est pareil. J'ai connu des gens de Tizi Ouzou, des gens de Tlemcen. J'ai dit, mon épanouissement, s'il y a épanouissement, il y a, je le dois à ça, à ce changement. Je dis, laissez les gens de Bougie aller étudier à Alger. Laissez les gens de Tizi Ouzou aller étudier à Alger. Se confronter aux gens de Médéa, des gens de Tiaret. J'ai aimé ce que j'ai fait, vraiment. Je ne regrette pas du tout de faire. C'est une carrière que j'ai faite, je vous ai dit accidentellement, parce que je ne savais pas quoi faire. Mais je ne regrette pas parce que franchement, elle a été riche. J'ai côtoyé des gens, j'ai cité Madame Erad, j'ai cité Madame Hamish, professeur Kharib, quand il parlait, c'était un plaisir parce que il est décédé il y a longtemps, jeune, très jeune. Et aujourd'hui, on va à l'université, on fait un cours comme des instituteurs, moins que des instituteurs. Parce que l'instituteur, il travaille 6 heures par jour. Nous, on travaille 2 heures par semaine. Mais je vous dis, il faut moins de facultés, moins d'étudiants, plus d'argent d'équipement.